Bonjour et bienvenue pour encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech, 2 fois par mois. Tout d'abord, merci aux personnes qui nous ont écoutés pour le premier épisode qu'on a publié la semaine, enfin je sais plus où on en est, mais bon, il y a quelques jours. Alors, on n'a pas eu 1 milliard de vues, mais on a eu des bons feedbacks en tout cas, et donc ça nous encourage à continuer. Et comme on vous le disait, voilà, notre objectif c'est d'enregistrer 10 épisodes. Donc là, c'est déjà le deuxième. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos feedbacks en permanence. Mettez des notes sur iTunes, sur ce que vous voulez. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est ça qui fera qu'on continuera ou pas. Exactement. Et qui fera qu'on ait un podcast qui vous intéresse aussi. Et donc, par Exact. rapport à ce qui vous intéresse, Greg, est-ce que tu pourrais nous présenter ce dont on va parler aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on vous a préparé avec Rémi, on vous a concocté un petit menu très, très éclectique, puisqu'on va parler de 3 sujets. Le premier sujet, on va parler de la manière dont la tech vient au secours des véganes. Bon, c'est un peu clickbait comme titre, mais vous comprendrez dans quelques instants. Le deuxième sujet, c'est on va parler de la disquette, des emojis. On va parler en fait de tous ces symboles qu'on utilise en permanence et comment ils évoluent, comment ils vivent ou comment ils ne veulent pas mourir. Et puis pour terminer, en guise de dessert, on vous parlera d'un outil assez génial qui permet de partager de manière sécurisée des fichiers entre 2 ordinateurs et hyper simple à utiliser. C'est bon pour toi, Rémi? Génial. Allons-y. Donc, la tech au secours des véganes. Donc ça, Rémi, c'est un sujet qui a été évoqué dans une de tes récentes newsletters. Mhm. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est enfin, quel est le rapport? On est sur un podcast tech. Pourquoi on va parler de steak ou d'autres types de viande? Quel rapport avec la tech? Excellente question. Ben, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la tech aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est que la tech, elle est partout. Et donc, partout égale aussi dans l'alimentation. Et dans l'alimentation, on l'utilise pour le coup depuis plusieurs millénaires, que ce soit pour conserver les aliments, pour les faire cuire, mais aussi depuis quelques dizaines d'années, je dirais, pour augmenter le rendement des champs, par exemple, avec l'Internet des objets qui va permettre de placer de multiples capteurs et du coup aider l'agriculteur à savoir quand arroser, est-ce qu'il y a des parties de son champ sur lesquelles il va y avoir un début de propagation de maladies, donc pour pouvoir, au lieu d'aller traiter tout le champ, juste là où c'est, donc de façon très localisée, et de ça dans de multiples cas. Et donc depuis quelques années, toutes ces entreprises qui travaillent à transformer l'alimentation, innover là-dedans, on les appelle sous le terme food tech. Donc c'est une très très vaste appellation qui regroupe à la fois des applications comme la fourchette qu'on utilise depuis récemment pour revenir au restaurant prendre une table, jusqu'au laboratoire qui, dans notre cas, essaye de créer des steaks synthétiques. Et à quoi ça sert en fait? Pourquoi vouloir créer des steaks synthétiques? C'est quoi l'enjeu? Bonne question. Tu poses que des bonnes questions, c'est génial. T'as vu? Attends, j'ai bossé mon sujet, Ouais, hein. ouais, ouais. Le C'est premier, toi qui parles, c'est mais c'est moi qui ai bossé le sujet. c'est clair. Proposer une alternative plus responsable à la viande. La viande, c'est écologiquement, c'est pas terrible. Elle en a 3 gros impacts principalement. Le premier, c'est la première source d'émissions de CO2 sur la planète, devant les transports. Ensuite, c'est la déforestation. 70% des surfaces agricoles mondiales sont utilisées pour le bétail. Et la consommation d'eau. Pardon. Donc pour résumer un petit peu, pour faire 1 kg de bœuf, tu as besoin de 13 500 litres d'eau. Pour faire du riz, 1 kg aussi, tu as besoin de 1400 kilos. C'est un Enfin, rapport de 1 sur 10, c'est énorme. 1400 litres d'eau. Donc c'est voilà, c'est énorme et il faut trouver des solutions. Et donc la promesse de cette viande synthétique, ça va être d'éviter donc ces 3 impacts négatifs en consommant une quantité infinitésimale de ces éléments. En plus, ça t'assure, tu as une sécurité maximale sur tous les intrants que tu vas mettre. Donc, tu n'as pas besoin de mettre d'antibio, tu n'as pas besoin de mettre des hormones, tu n'as pas besoin de mettre des colorants. Enfin, ils pourraient mettre des colorants, mais ça n'irait pas dans la logique. Et bien sûr, qui n'est pas de moindre, ça évite la souffrance animale. On ne tue personne pour le coup. Bon, ça fait quand même pas mal d'avantages tout ça, mais concrètement, ça marche comment un steak synthétique? Alors, tu en as peut-être déjà mangé et tu n'as peut-être pas aimé ça. En fait, il y a plusieurs techniques. On va aller
du plus simple au vraiment plus complexe, plus récent. Le premier, c'est les classiques offres véganes qu'on a dans les boutiques bio depuis des dizaines d'années. C'est les steaks au soja ou au seitan et qui sont pas très très bons, quoi. C'est sec, t'es obligé Dégueulasse. de Ouais. mettre voilà, plein de sauce tomate par exemple dessus pour le digérer. Enfin, voilà, ça donne pas envie. Ensuite, il y a des offres végétariennes pardon, qui sont sorties. C'est un peu la même chose, sauf que on rajoute aussi des œufs ou de la gélatine de porc. Et ça permet de donner une texture qu'on va pouvoir qualifier d'un peu moins mastoc, de moins sèche. Mais niveau gustatif, c'est toujours pas l'idéal. Ensuite, une option qui se développe de plus en plus, enfin de plus en plus, mais réglementairement c'est difficile, c'est les steaks à base d'insectes. Donc bon, dans nos contrées occidentales, ça fait un peu flipper, mais il y a de nombreux pays qui utilisent, qui mangent des insectes depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ces steaks sont réalisés à partir de vers de farine ou à partir de criquets, et le gros avantage, et de façon générale pour tous les aliments à base d'insectes, c'est que tu as un rapport énergétique qui est énorme par rapport à la viande. Il est incomparable. Et donc, tu as plusieurs entreprises qui sont dessus. Tu as Essento en Suisse. Et il y a Food Cherry en France qui a fait un test avec Jiminis, qui sont connus pour. Moi, je les avais goûtés pour. Ils vendent des petits insectes, donc des vrais insectes que tu prends à l'apéro, des insectes séchés. C'est peu ragoûtant, mais c'est marrant. Euh, et ces steaks à base d'insectes, pour l'instant, ils ont deux challenges. C'est pour ça qu'on n'en voit pas chez Monoprix, par exemple. Déjà, ils sont pas très ragoûtants. Et le deuxième point que j'ai appris récemment, c'est que c'est un problème réglementaire, en fait. En France, tu as un énorme flou juridique. C'est pas comme on n'a pas l'habitude d'en consommer, on ne sait pas si on a le droit ou on n'a pas le droit. La bonne nouvelle, c'est que depuis le 5 mai de cette année 2021, l'Union européenne à autoriser la consommation de verre de farine. Donc potentiellement, ça va déclencher quelque chose et on devrait peut-être voir dans les mois ou années qui viennent des steaks ou de la nourriture de façon générale composée à part de verre de farine. Je sens que ça te fait pas mal rêver là. Ouais, Hmm, non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'en termes de protéines, tout ça, c'est assez reconnu, hmm, les insectes. Mais par exactement. contre, ouais, c'est vrai que ça fait pas rêver de ouf, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je suis curieux, je suis vraiment curieux de voir. Déjà, j'ai les boules d'avoir loupé l'expérimentation de Food Cherry. J'aurais bien aimé de voir à quoi, enfin, quel était Donc le elle est goût, à terminée, quoi hein, ça ils ont ressemblait. pas Ouais, poursuivi. c'était juste en 2019 et c'était une expérimentation à cause toujours de ces problèmes réglementaires. Donc voilà, j'espère. Ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça a donné. Alors, et ensuite, tu as l'option ce que j'appelle les vegan plus plus. C'est l'évolution des steaks vegan dont on parlait plus haut, qui sont pas très très bons, un peu secs. Et ces steaks utilisent la technologie et des processus plus sophistiqués pour donner un goût qui va vraiment se rapprocher de la viande en termes de goût et de texture. Une des techniques, ça va être notamment la fermentation des plantes. Euh, et on a, parmi ces exemples, on a Beyond Meat, une société assez connue pour ça. Et en France, on a les Nouveaux Fermiers aussi. Et ensuite, le dernier qui n'est pas des moindres, c'est la viande en laboratoire, donc de la viande qui va pousser en laboratoire. Pour ça, on utilise des cellules animales qui vont être élevées entre guillemets en laboratoire et qui vont devenir former du muscle, former du gras, qui vont être liés via une imprimante 3D. Donc là, niveau tech, on est quand même pas mal. Et l'idée, c'est vraiment de donner un steak qui va être similaire à un steak issu d'un animal. C'est exactement la même chose en termes de texture, de goût et des composantes. Ça va être comme c'était un vrai steak. Euh, le premier steak de ce genre, il est sorti en 2013 et c'est la société Mozamite qui l'avait fabriqué. Mais pour l'instant, donc on est 8 ans après quasiment, c'est toujours pas disponible à l'achat parce qu'en fait, la difficulté, c'est le prix en fait. On est sur des prix qui sont exorbitants et le but, c'est de descendre, d'avoir un steak à peu près dans les 10 euros. Et là, on n'y est pas encore. Juste une question, là, la viande en laboratoire, par contre, on est d'accord, c'est pas vegan friendly, hein. C'est de la vraie viande à la base. Ben, je sais pas, ça se discute en fait. Ok. Ça se discute. Peut-être que non, parce que comme à l'origine, c'est des cellules animales qui sont prélevées, mais il y a pas de souffrance, donc il n'y a pas. Hmm. Je sais pas, peut-être que les véganes vont se remettre en cause, je sais pas. Ok, Ça, c'est bonne pas un vrai question. animal, ouais, tout est fabriqué, tout est fabriqué de rien. Mais bon, c'est issu à l'origine, les cellules sont animales, donc peut-être que c'est pas vegan, ouais, effectivement.
Ouais, et tu me parlais juste avant de Beyond Meat. Mmh. Du coup, toi, tu as goûté Beyond Meat? Parce que moi, j'ai goûté et Ouais, c'était complètement, c'est assez bluffant quand même. C'est ouais, assez bluffant comme impression et comme, texture. ouais. Ah non, mais moi, en fait, j'adore, j'ai découvert ça l'année dernière et j'étais, bah, pareil que toi, hyper surpris. C'est juteux, ça a du vrai goût, voire même peut-être des fois un peu trop. Et c'était une excellente surprise pour moi. Donc, je continue à en acheter de temps en temps. Et d'un autre côté, je citais aussi les nouveaux fermiers. Donc, j'ai goûté aussi, mais là, enfin, j'ai pas du tout retrouvé la même sensation. Euh, ouais, mais c'est comme ça. Et ça se trouve où? Du coup, on peut les acheter en France, ces, Ouais, ces viandes-là? tout à fait. Beyond Meat a un partenariat avec le groupe Casino. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver chez Franprix, Monoprix, Casino. Les nouveaux fermiers, ça se trouve chez Monoprix. Et après, pour l'instant, il n'y a pas d'autres options. Il y a beaucoup d'options, les steaks vegan à base de soja, etc. Mais qui sont donc pas qui se rapprochent pas du vrai goût de la viande, comme ça, quoi. Donc, OK. ouais. Et du coup, à nos chers auditeurs, si vous avez des recommandations sur les alternatives au steak, donc qui ressemblent à du steak en termes de goût, ben, je suis très intéressé. Faites-le nous savoir, n'hésitez pas. Vous pouvez nous laisser un message vocal ou un texte directement sur encore.fm, anchor.fm, / encore un podcast tech, tout attaché. Et sinon, vous avez les liens dans la description, donc n'hésitez pas. Moi, je serais très curieux de découvrir d'autres. Ouais, peut-être juste, tu fais bien de le rappeler, vous avez la possibilité de commenter chaque épisode directement depuis votre app de podcast, hein. Vous cliquez, vous arrivez sur le lien que Rémi vous a donné à l'instant, et vous avez la possibilité de laisser un message audio, par exemple, ou un message écrit, voilà, si vous souhaitez réagir à quelque chose qu'on a dit. Donc voilà, c'est en général assez peu interactif les podcasts, mais Mm, une des raisons pour lesquelles on a choisi cette plateforme, c'est aussi parce qu'elle permet ce genre de petits plus. Et voilà, donc bah, n'hésitez pas à l'utiliser. tout à fait. Et ouais, juste pour finir sur les steaks, moi j'en ai goûté dans la chaîne Bistro Burger. Donc il y en a quelques-uns sur Paris. Donc Ouais. si vous êtes de passage sur Paris ou à Paris, que vous souhaitez voir à quoi ça ressemble vraiment dans le contexte, hein, avec un vrai hamburger, je vous conseille de faire un tour par Bistro Burger. Ah, c'est Donc il y bon à a plein savoir. d'autres steaks, hein, si vous voulez tester, et notamment du Beyond Meat. C'est là que j'en ai goûté et c'est vrai que c'était assez bluffant, limite perturbant Ouais, d'ailleurs. ah oui, 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 complètement. On se dit, est-ce que c'est vraiment. Non, c'est marrant. C'est bien juteux. Enfin, ouais. Si vous n'avez pas encore mangé, si vous n'avez pas faim, là, c'est pas normal. Mais ouais, c'est très bluffant. Ok, je te propose d'enchaîner avec notre deuxième sujet. Exactement. Disquette et emoji. Comment naissent et meurent les symboles qu'on utilise? Alors, Greg, c'est quoi cette histoire de disquette? Eh ben, je te le demande, Rémi, c'est quoi cette histoire de disquette? Est-ce que si je te dis disquette, déjà, ça t'évoque quoi, Mais moi, je suis vieux, tu sais, donc spontanément? ouais, moi, j'ai l'habitude des disquettes et ça me parle. Ouais, ouais, une disquette, c'est sauvegarder, quoi. Donc voilà, les disquettes, effectivement, c'était historiquement un support de stockage. C'est-à-dire que voilà, quand on souhaitait échanger de l'information entre un ordinateur et un autre, ou sauvegarder quelque chose, ben, en fait, on le faisait sur un support physique, qui était une disquette. J'ai l'impression de parler d'être en 2042. Euh, mais en fait, c'est une des raisons du problème, pardon. C'est justement la disquette, en fait, c'était historiquement un support dans lequel on sauvegardait des choses. Depuis, il y a plein d'autres moyens qui sont apparus. Il y a eu les CD, il y a eu les clés USB, et puis surtout maintenant, il y Les a le cloud mini-disques. et les mini-disques également, tu as raison. Et ouais, tout à fait. Et donc, ouais, et donc, Podcast de vieux. il existait même, et ça, je ne sais pas si tu connais, j'ai fait découvrir ça à quelqu'un ce week-end, il existait même des disques rectangulaires. Tu as connu ces trucs-là ou Ah, pas? pas du tout, non. Non. Alors écoute, c'était des disques au format carte de visite. Et moi, pour la petite histoire, mes premiers CV, j'avais fait une petite application, un petit exécutable, que je mettais dans ces disques au format carte de visite qui coûtait une blinde. Ouais. C'était très cher parce que c'était un format exotique. Et par contre, ouais, c'était assez différenciant, hein. Il y Ah, avait la un petit classe. effet wow. Ça avait la forme vraiment d'une carte de visite et les dimensions d'une carte de visite, mais c'était un CD qu'on mettait dans un ordi. Donc voilà, pour la petite histoire. Alors, j'ai jamais réussi à décrocher un job grâce à ça, mais en tout cas, ça m'avait amusé de le faire. Eh ben, écoute, ça fait une belle Euh, histoire. donc voilà, tout ça pour dire qu'il existait plein de supports pour sauvegarder des choses, et notamment la disquette, hein, qui était historiquement voilà, un des premiers. Et en fait, aujourd'hui encore, dans un certain nombre d'applications, alors, je vais commencer par les plus évidentes, hein, applications Office que tu utilises tous les jours, que ce soit Word, Excel, PowerPoint ou peu importe.
le petit symbole pour sauvegarder, c'est une disquette. Et Mmh. le problème de taille, c'est que la disquette, en fait, ça fait plus de 10 ans que plus personne ne fabrique de disquette. Plus de 15 ans, je pense qu'il n'y a plus aucun ordinateur qui a de lecteur de disquette. Et que, enfin, finalement, on arrive aujourd'hui à toute une génération d'utilisateurs des nouvelles technologies, des smartphones, des ordi, des tablettes, qui ne savent juste pas ce qu'est une disquette, qui n'en ont peut-être jamais vu. C'est tout à fait possible. Moi, mes enfants n'ont jamais vu en vrai une disquette. J'en ai pas chez moi, j'en ai pas besoin, j'ai aucun ordi qui en lit. Donc en fait, on a désormais toute une liste une frange grandissante d'utilisateurs des technologies et des outils qui en fait sont confrontés à ce picto en permanence et pourtant ne savent pas du tout ce qu'il représente. Alors, potentiellement, il y en a, je pense, qui savent ce que c'est, mais voilà, potentiellement, il peut y avoir un vrai cas. Si bien que, et ça c'est une petite histoire un peu marrante que j'ai découvert quand j'ai creusé le sujet sur ma newsletter, c'est que il y a 2 ans, il y a eu un tweet qui est devenu un petit peu viral d'un utilisateur japonais qui s'étonnait en fait du fait que l'icône Save, donc pour sauvegarder sur Excel, ressemblait à un distributeur de boissons au Japon. Et c'est vrai que les distributeurs de boissons au Japon ont une forme un peu allongée différente de celle qu'on trouve chez nous. Et donc voilà, je vous invite à regarder sur Internet. Et c'est vrai que ça ressemble comme ça de manière assez proche à une disquette. Et donc cet utilisateur, vraiment très sérieusement, qui était assez jeune, qui avait 17, 18 ans, je crois, s'est demandé comment ça se fait que c'est l'icône du distributeur pour sauvegarder un document. Bien entendu, ce n'était pas le cas, mais ça montre quand même qu'à un moment donné, ces pictos ne sont plus pertinents, en fait. Mmh, c'est clair, ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est pas le seul exemple. La disquette, je crois que tu en avais listé quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vrai que ça fait penser, tu des enregistreurs, par exemple, qui ressemblent aux anciennes, sur lesquelles on a le symbole des cassettes, donc 2 cercles reliés par une barre et qui tournaient et donc la bande passait d'un cercle à un autre. Il y a le téléphone qui utilise encore le symbole du téléphone, à l'ancienne qu'on décroche et qu'on rachète. Les dossiers physiques, sur lesquels, bon, bah, je sais pas, moi je t'avoue que les chemises, j'en ai pas trop, où ranger les fichiers ou alors je les utilise vraiment pas souvent, mais ouais, c'est clair, ouais. Et donc, ouais, il y a un nombre grandissant finalement de pictogrammes qui finalement, voilà, qu'on voit en permanence hein, dans notre vie numérique, qui deviennent de plus en plus, euh, comment dire, mais en fait, ils ne parlent plus, Mmh. dans le sens où ils vont devenir incompréhensibles pour une frange de plus en plus grande de la population. Alors bon, je pense que les gens comprendront ce que c'est, mais pourquoi ces pictos? Bah, ça parlera pas forcément parce qu'il n'y aura pas d'affect ou de relationnel avec l'objet. Mmh. Et voilà, le sujet n'est pas prêt de se calmer, puisqu'en fait, on a de plus en plus de pictos, d'emojis Ouais, qu'on utilise tous en permanence. ouais. Et donc ça, voilà, on a une masse grandissante de ça, enfin d'emojis et de symboles. Mmh mh. Ouais, mais c'est clair. Bah, moi, j'en utilise beaucoup, hein, malgré mon grand âge. Et beaucoup me parlent, mais maintenant que tu le dis, effectivement, enfin, c'est vrai qu'on en a plein qui se rapprochent visuellement d'objets qui n'auront aucun sens, enfin, qui n'ont peut-être déjà plus de sens, comme tu disais, bah, pour tes enfants qui savent pas ce que c'est une disquette. Et il va y en avoir, bah, j'imagine, de plus en plus, quoi. Ce qu'il faudrait, il faudrait organiser un petit peu tout ça, non? Eh ben, figure-toi que c'est déjà le cas, justement, Rémi. Il existe en fait un institut, un consortium très très sérieux, qui est le consortium Unicode, qui a, entre autres mission, justement, l'objectif d'organiser les emojis, de créer en permanence de nouveaux emojis, de s'assurer qu'ils sont lisibles, peu importe l'appareil que tu utilises. Et donc ça, c'est vraiment voilà, c'est un institut, un consortium très très sérieux qui plusieurs fois par an, finalement, se positionne et crée de nouveaux emojis. Voilà, on en a eu, enfin, ça évolue en permanence les emojis. Avec Mmh. l'année dernière, les emojis avec les masques, Ouais. les emojis avec les vaccins ont évolué avec la pandémie. Hein, on s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, 2, 3 fois par an, tu as une liste de 200, 300 nouveaux emojis qui sont déployés pour accompagner justement l'évolution des usages, l'évolution de la société. Et ça, c'est un sujet hyper important. Et en fait, sache que du coup, il y a une personne dont c'est le job Mmh. à temps plein
Alors c'est plutôt une association, hein, de ce que j'en comprends, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bénévoles, mais Ouais. il y a quand même une personne dont c'est le job de gérer tu vas rigoler, le comité emoji au sein de l'Unicode Consortium, donc c'est un sacré job, hein. Enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup de jobs finalement qui ont autant d'impact Oui, ah dans bah, la dans la vie vie des quotidienne, gens, tous les jours. Ouais, la ouais. vie quotidienne. Voilà, donc elle, cette dame-là s'appelle Jennifer Daniel. Elle a déjà d'ailleurs, tu me l'as annoncé, une newsletter qui est hyper intéressante. Ouais. Donc on mettra le lien également en commentaire. Et son job finalement à Jennifer, donc elle a eu le job il y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, et vraiment son mantra un petit peu, c'est d'essayer de faire des emojis qui sont de plus en plus, qui accompagnent vraiment les changements de la société, qui sont plus inclusifs. Mhm. Et donc voilà, essayer aussi justement en rendant certains emojis. Alors il y avait le cas il y a quelques années déjà où il y avait peu de gens. Voilà, tous les emojis étaient blancs. Il n'y avait pas de Ouais. gens colorés, par exemple. Il n'y avait pas de gens avec des voiles. Il n'y avait pas de gens avec des signes particuliers. Il n'y avait pas des gens handicapés. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus d'emojis qui vont dans ce sens-là. Désormais, il y a même un emoji avec quelqu'un qui a une jambe en une prothèse, Ouais. qui marche avec une prothèse. C'est Donc vrai. voilà, c'est vraiment dans l'idée de faire des emojis de plus en plus inclusifs, tant vis-à-vis de situations de handicap que de situations sociales, de préférences et également sexuelles, enfin, vraiment pour accompagner l'évolution de la société. Mhm. Typiquement, un des premiers emojis sur lesquels a bossé Jennifer, c'est justement le fait d'avoir un emoji d'homme. Et ça, je ne le savais pas avant de lire l'article. Un homme avec un voile de mariée. D'accord. Alors tu pourrais te dire, ouais, c'est vrai que c'était pas, voilà, c'est peut-être pas l'usage le plus but, mais pourtant, en termes d'inclusivité, en fait, c'est intéressant d'avoir ce type d'emoji parce qu'il peut répondre à certains utilisateurs qui ne se Mhm. reconnaîtraient pas dans une femme avec un voile de mariée. Mhm. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça va de plus en plus et c'est un reflet de notre société, de son évolution des emojis, tout en ayant ce challenge de rendre les choses maximum intelligibles pour tout le monde. Et puis, ouais, et puis pour finir là-dessus, c'est hyper important, on s'en rend même pas compte nous, mais heu, les emojis en fait doivent être, assez petits quand même et Mhm. quand même avoir un niveau de détail et de précision très, très fort. Par exemple, quand, il y a un emoji, de cœur, faut savoir que ce consortium, il va aller rencontrer des chirurgiens spécialistes du cœur pour s'assurer que voilà, la représentation du cœur, elle est bien conforme. Pareil, l'emoji des baleines, ils ont été rencontrer des experts de baleines et tout pour vraiment s'assurer que la représentation, il n'y ait aucun faux pas dans la représentation et dans les différentes voilà, variations différent emoji pour s'assurer que tout ça soit bien finalement respectueux de la réalité de l'objet ou de la représentation, Mhm. tout simplement parce que, comme on le disait, ça a un impact après. Une fois que tu les as lâchés, les emojis, c'est dans la nature et voilà, c'est très très utilisé. Et puis il y a beaucoup d'emojis qui ne sont pas retenus. Hein, Bien sûr. voilà, chaque mois, ils se réunissent et puis ils se positionnent sur les emojis intégrés ou pas. Donc il y a de nombreux refus tous les ans. Oui, ça me fait penser à l'histoire de l'emoji fondu qui avait gagné. Attends, je suis en train d'aller chercher. Voilà, en fait, il y a une histoire comme ça, c'était l'année dernière, sur l'emoji fondu qui a gagné face à l'emoji raclette. Et Oh, même Justin Bieber a soutenu l'emoji fondu. Donc voilà, c'est assez marrant. On mettra énorme. le lien dans l'article et la lien entre les deux. Et en fait, c'était, ouais, ça dépend des usages, quoi. Et je me souviens avoir vu pas mal de. Faut monter un dossier apparemment très très précis et très construit pour prouver l'usage effectif de ce nouvel emoji, le fait que ça fait partie de la culture ou qu'on l'utilise beaucoup, et ensuite envoyer des modèles de, d'emoji. Donc c'était assez marrant. Et du coup, sur Jennifer Daniel, donc la personne dont tu parlais en charge du comité emoji, je suis allé lire sa newsletter et ça a l'air assez intéressant. J'ai lu son dernier papier sur lequel elle raconte en fait tout le challenge de faire en sorte que tous les emojis soient les mêmes, ou en tout cas aient la même signification sur toutes les plateformes. Parce que par exemple, quand vous allez taper l'emoji smiley sur un clavier Microsoft et que vous l'envoyez à quelqu'un qui est sur un MacBook, l'emoji n'aura pas la même tête en fait, parce que chaque constructeur
les faits en fonction du cahier des charges de cette organisation, mais n'a pas forcément la tête. Et donc, dans sa dernière édition, elle raconte la galère autour de l'emoji Dizzy, donc qu'on pourrait traduire par un peu secoué ou je dirais gueule de bois, mais pas sûr que ça s'en rapproche. Et où en fait, selon les fabricants, il y a des fabricants qui ont fait un smiley avec un tourbillon à la place de l'œil, et d'autres qui ont fait un smiley avec une croix. Et donc, elle raconte toute l'histoire de comment est-ce qu'on s'est mis d'accord. Est-ce qu'il fallait d'un côté faire un nouvel emoji avec l'emoji croix et un autre avec l'emoji les yeux circulaires. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en plus, elle écrit bien, donc c'est assez marrant. Et il y a des vrais combats, il y a des vrais enjeux derrière. Voilà, c'est ces petits symboles qu'on utilise en permanence. Mm. Donc voilà, je vous invite à voilà, jeter un œil dans votre galerie d'emojis. Vous allez c'est de plus en plus long, Oui. mais du coup, voilà, vous risquez d'en découvrir de nouveaux auxquels vous n'aviez pas forcément fait gaffe. Et c'est toujours intéressant de voir comment tout ça évolue. En tout cas, on espère que ça vous a intéressé. Tout à fait. Dernier sujet. Dernier sujet pour terminer? Très bien. Alors, Vas-y. comment partager facilement un fichier en peer-to-peer? Ça m'intéresse. Ouais, alors ça, effectivement, c'est un outil que j'ai découvert. Donc, c'est aussi, voilà, de temps en temps, on va essayer de vous partager aussi des outils qu'on découvre, qu'on utilise, qui nous semblent intéressants, parce que c'est aussi de la tech. Et ça, c'est vraiment un outil qui m'a bluffé, bluffé par plusieurs raisons. Alors déjà, je vais donner son nom, ça s'appelle sharedrop.io, sharedrop.io. Et en fait, l'objectif de cet outil, c'est très simple. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à AirDrop, la fonctionnalité de partage de fichiers local sur iOS, Mac, etc. En fait, le principe est très simple, c'est de permettre le partage entre deux ordinateurs, deux appareils, ça marche aussi avec les téléphones, les tablettes, d'un fichier ou de plusieurs fichiers, mais de manière très simple, sans installer aucune application et surtout, sans uploader le fichier sur un serveur. Donc en fait, c'est complètement sécurisé, puisqu'en fait, contrairement à des logiciels comme WeTransfer, par exemple, vous n'allez pas uploader des fichiers, parfois des fichiers un peu sensibles ou confidentiels. Vous n'allez pas en fait les uploader sur un serveur et quelqu'un récupère un lien pour le télécharger et après c'est supprimé. Là, c'est vraiment du peer-to-peer. Peer-to-peer, ça, voilà, je pense que ça te parle, Rémi. Tout à fait. Voilà, ça permet vraiment de partager un fichier de pair à pair, donc entre deux appareils et de manière complètement directe. Et ça, en fait, vraiment, ça marche hyper bien. Et Et là, comment ça se présente du coup? Sous quelle forme? C'est une application qu'il faut télécharger? alors pas du tout, en fait. Tu vas sur le site sharedrop.io. Là, en fait, il t'identifie, donc il te met un petit symbole qui te représente, un petit animal ou quelque chose comme ça. Et en fait, il te dit, voilà, est-ce que tu souhaites partager du contenu avec quelqu'un? Si oui, en fait, il y a soit un partage d'URL avec cette personne-là, soit un scan de QR code. Ouais. Et en fait, en faisant cela, ça va ouvrir en fait la même page chez la personne, sauf que du coup, elle va te voir. Techniquement, elle va voir tu verras deux petits Elle avatars. verra ton petit animal De, du coup. exactement, elle verra ton petit animal de compagnie. Ouais. Et donc, elle pourra choisir, en cliquant sur l'animal, de lui envoyer un fichier. Et Ah. donc, et ça, en fait, l'envoi, tout se fait depuis le navigateur via un protocole qui s'appelle WebRT, si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait un protocole de transfert qui est intégré dans nos navigateurs. Moi, je ne savais pas forcément, mais qui est du coup quelque chose de complètement intégré. Donc, ça ne nécessite pas de téléchargement particulier et ça permet vraiment du transfert voilà, sécurisé, sans aucun upload, sans aucune install. Et voilà, c'est, je trouve, l'exemple du bon service, c'est-à-dire qui répond à un vrai besoin. On parlait tout à l'heure, c'est pas un hasard si j'ai proposé cet outil, on parlait tout à l'heure de la disquette et justement, aujourd'hui, les moyens de transférer des fichiers passent souvent par le fait de les uploader sur Internet. Bah, pour autant, si vous souhaitez qu'il n'y ait aucune trace de cela, vous pouvez vraiment faire un transfert de point à point via cette application. Donc, je vous encourage à tester. Moi, perso, je suis fan. Eh ben, écoute, je crois que je vais tester dès qu'on raccroche. Tu peux nous redire où est-ce qu'on peut la trouver? Tout à fait. Alors, l'adresse est share, S-H-A-R-E, drop, D-R-O-P.io. Super. sharedrop.io et bien entendu, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous êtes en train de faire votre footing, vous pourrez retrouver le lien dans les notes de l'émission dans votre appli de podcast. Tout à fait. Et c'est gratuit?
C'est gratuit, Oh c'est là gratuit. là, c'est C'est bien. magnifique. Ça, c'est fantastique. T'as même pas de compte à créer, t'as rien à faire. Donc, Génial. je sais pas faire plus simple. Ouais, je vais tester ça alors. Super. Merci pour Eh votre ben, je crois que attention. c'est déjà tout. Ouais. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcasts, parce que les podcasts, c'est le plus dur à découvrir. Donc, connectez-vous, mettez 5 étoiles, prenez le téléphone de votre compagne ou compagnon, de vos enfants, mettez 5 étoiles. Voilà. Si vous l'aimez, ça nous aidera beaucoup. Ça nous aide beaucoup et puis ça nous donne du feedback aussi. Vous pouvez vous inscrire, on vous le rappelle, à notre newsletter. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, mais que vous voulez voir un peu les sujets passés et nous écouter au fil de l'eau, c'est OK, il n'y a pas de problème. Pour faire ça, vous allez sur encoreunpodcast.tech, T-E-C-H, donc encore un podcast attaché.tech. Et là, vous avez tous les liens pour nous écouter sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Mhm. Et donc, vous pouvez bien entendu aussi vous inscrire à notre newsletter. On ne vous spammera pas. On vous enverra juste un mail pour vous dire voilà le lien de l'épisode, voilà comment l'écouter et voilà les liens qu'on a partagés. Et puis, je terminerai par vous dire de vous inscrire à nos newsletters parce que voilà, si ces sujets vous ont plu, je pense que les sujets de nos newsletters vous plairont également, puisque je le rappelle, hein, on prend des sujets qui nous ont intéressés et on les détaille, on échange dessus, on les creuse. Donc, c'est vraiment un digest de nos newsletters. Donc, si vous avez aimé ça, vous aimerez également nos newsletters. Du coup, Rémi, quelle est l'adresse de ta newsletter? Alors, la mienne, c'est lebrief, lebrief.tech, T-E-C-H. Et toi? Très simple. Moi, c'est Greg Tayeb, donc comme mon nom, attaché, .substack, substack.com. Et bien entendu, tous les liens sont dans les notes. Tout à fait. Voilà, c'est déjà fini. Super. Bah écoute, merci beaucoup Greg pour cette discussion. C'était Merci sympa. à vous. J'espère que C'est ça un plaisir. Ouais, pareil. J'espère que l'audience sera ravie. Et on se revoit dans 2 semaines. 15 jours. Exactement. Salut Greg. Salut. Ciao.